Vous êtes sur France 24, c'est le débat. Nous sommes avec Mark Porter, qui est vice-président des Republicans Abroad France, avec Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton, Thomas Negaroff, historien, directeur de recherche associé à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, avec Évariste Lefebvre, qui est chef économiste pour Natixis North America, et avec Stanislas de Saint-Hippolyte, en direct de Washington. Stanislas, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment réagissent les Américains à cette situation, et est-ce qu'ils en veulent à leurs hommes politiques d'être peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire, déconnectés de leur réalité? En tout cas, vous avez cité tout à l'heure des sondages, oui, pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'une majorité d'Américains rejettent la responsabilité plutôt sur les démocrates, mais certains disent aussi Barack Obama est un enfant gâté, il ne veut pas négocier. Les deux en prennent pour leur image, même si les républicains en prennent un petit peu plus pour leur image. Et en règle générale, le Congrès, que ce soit démocrate ou républicain, ils ont un taux de popularité qui est exécrable. Les gens le détestent. Encore aujourd'hui, dans les rues de Washington, il y avait des restaurants qui faisaient des happy hours pour les fonctionnaires qui ont été mis sur le carreau de manière indéterminée. Il y a des repas gratuits qui sont offerts pour célébrer cela. Et dans certains endroits, eh bien, il y a cette inscription. Les congressmen payent double prix parce qu'effectivement on les déteste. Ça, c'est vraiment l'ambiance qui ressort un peu de ce débat politique qui donne l'impression d'être un débat stérile. Pour rebondir sur ce que disaient vos invités aussi, sur la stratégie. Est-ce que c'est la stratégie républicaine de bloquer? Est-ce que c'est la stratégie d'Obama de bloquer? Il y a une théorie qui commence à prendre un peu d'ampleur ici à Washington, c'est à qui profite le crime. Et honnêtement, à qui profite le crime? Pour l'instant, c'est plus à Barack Obama. Ce shutdown, honnêtement, ça lui permet de pointer du doigt très clairement les républicains. On a les élections de mi-mandat qui s'approchent en 2014. Il y a beaucoup de facteurs qui disent que ce n'est pas si clair que ça, ce jeu-là. Bien sûr, il n'aime pas négocier, mais là, il n'a pas voulu négocier là-dessus, même si, bien sûr, encore une fois, cette réforme de la santé, c'est sa réforme phare, hors de question qu'il y touche. Thomas Negaroff. Oui, juste pour aller un peu plus loin, je crois qu'il ne pointe pas du doigt les républicains, il pointe du doigt des républicains. Et je crois que la différence, elle est fondamentale, puisque je crois que le jeu politique de Barack Obama en ce moment, c'est pas de stigmatiser l'ensemble des républicains, mais de montrer à quel point ils sont divisés. Alors que lui a réussi peut-être ce coup de génie, de réunir autour de lui tous les démocrates. Bon, quand on est à la Maison-Blanche, c'est plus facile. Et je crois que c'était la même chose pendant la crise syrienne. C'est-à-dire qu'en allant devant le Congrès, il a aussi mis un coin entre les interventionnistes et les, entre guillemets, isolationnistes, même si c'est des termes un peu dépassés aujourd'hui. Et on voit les Américains, notamment les Rising Stars, ceux qui espèrent un peu pour 2016, être un peu gênés aux entournures. Rand Paul qui dit il faut un mois pour négocier. Chris Christie, je ne l'ai pas entendu. Donc il réussit un coup politique qui est plutôt malin, je trouve. C'est pas les républicains, c'est des républicains. D'ailleurs, il a tweeté juste après le shutdown, il a dit un groupe de républicains. Et donc je crois que c'est ça qui se joue en ce moment. C'est assez bien vu politiquement. Et beaucoup aussi aujourd'hui dénoncent aux États-Unis justement ce qu'ils appellent un cirque politique médiatique, ces affrontements sans fin entre démocrates et républicains. D'ailleurs, je crois qu'il y a Mark Lebovitz qui a publié un livre, qui est éditorialiste au New York Times, qui s'appelle This Town et qui fait apparemment un tabac en ce moment. Thomas Negaroff. Oui, c'est ça, effectivement, qui décrit ce jeu politique qui est effectivement aujourd'hui vraiment de plus en plus déconnecté. Alors, c'est pas nouveau que Washington et que le Congrès soit pas aimé par les Américains, ça c'est historique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de présidents qui étaient gouverneurs et non pas sénateurs. À ce titre, Obama est une exception. Mais bien sûr, ça, effectivement, aujourd'hui, il y a une espèce de ras-le-bol général de ce qui se passe à la Maison-Blanche et au Congrès, en fait, à Washington, ce qui est quand même inquiétant pour la démocratie américaine, parce que... Alors justement, vous voulez bien qu'on écoute Barack Obama justement sur cette question, et puis je vous demanderai justement si cette démocratie américaine est aujourd'hui en panne. Il y avait aujourd'hui un édito dans Le Monde, et l'éditorialiste disait oui, aujourd'hui elle est en panne. Je vous poserai la question, mais d'abord on écoute Barack Obama. Et le Congrès ne doit pas simplement mettre fin à ce blocage. Le Congrès doit mettre fin à un système de gouvernement par crise. C'est une mauvaise habitude qu'il faut perdre. C'est quelque chose qui pèse sur l'économie. Ça n'est pas quelque chose qui est digne de ce pays. Cette situation pèse sur le pays, sur l'économie de notre pays. Ce n'est pas digne de notre pays. Évariste Lefebvre, si aucun accord est trouvé, il y a beaucoup d'internautes qui nous posent la question, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur l'économie mondiale, notamment après le 17 octobre, si aucun accord n'est trouvé sur le plafonnement de la dette? Oui, d'ailleurs, vous voyez qu'en ce moment, tout le monde est un peu calme, parce que tout le monde a l'air persuadé que le shutdown va être un moyen d'accélérer en quelque sorte les négociations pour à tout prix éviter
une crise similaire à celle de 2011. Et je pense qu'il y a une certaine forme de complaisance vis-à-vis notamment du passé, où on se dit que de toute façon, ils ont bien fini par trouver un accord, donc ils en trouveront un cette fois. Sauf qu'à l'époque, c'était un débat assez important, puisqu'il s'agissait quand même d'essayer de savoir comment républicains et démocrates allaient se mettre d'accord pour contrôler la dette publique qui, à cette époque-là, était en train de gonfler à toute vitesse. Là, effectivement, le débat est plus idéologique et donc ça soulève, à mon avis, davantage de doutes sur la possibilité d'une résolution rapide de la crise. Et puis, je ne partage pas tout à fait le point de vue de certains de vos invités. C'est que je pense que dans cette crise, même si Obama, finalement, s'en sort pas plus mal que d'autres, c'est une fois de plus la preuve de son total manque de leadership. Obama n'arrive absolument pas à rameuter au centre. Il n'arrive pas à trouver une majorité. Il a beau dire que ce sont seulement quelques éléments extrêmes du Parti républicain, il n'arrive pas à faire ce qu'ont fait certains de ses prédécesseurs, typiquement Ronald Reagan dans les années 80, se mettre proche des démocrates, attirer des démocrates pour mettre en place des grandes réformes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la crise, une fois encore, il peut y avoir une crise sur le plafond de la dette. Là, sincèrement, je pense qu'Obama doit être crédible et doit vraiment être écouté. Obama a mis en avant l'article 14, si je ne dis pas de bêtises, de la Constitution, en disant que de toute façon, s'il n'y a pas d'accord sur le rehaussement du plafond de la dette, lui le soulèvera tout seul, parce qu'à aucun moment, la crédibilité budgétaire de la dette des États-Unis doit être remise en cause. L'Amérique paye ses dettes et Obama fera tout pour éviter ce genre de crise. Mais si on en arrive là, de toute façon, on aura effectivement très probablement des turbulences sur les marchés financiers. Mais vous savez, c'est un peu comme dans la crise de la zone euro. Au bout de la troisième fois qu'on renfloue les comptes de la Grèce, on se lasse un petit peu, on n'a plus tellement envie de se faire peur. Et donc là, c'est un petit peu le même cas. Très peu d'investisseurs avaient envie de parler de ce sujet du shutdown. Tout le monde pensait que ça allait être évité. Donc oui, là, on se précipite tous pour essayer de dresser des scénarios. Mais sincèrement, à cette fatigue, le fait qu'il y ait une fatigue de la crise américaine peut justement, à mon avis, générer une mauvaise surprise si on va jusqu'à la dernière limite, à savoir la solution Obama. C'est pas mon scénario principal, mais si on va là, on aura très probablement pas un ralentissement de l'activité économique, peut-être pas une récession aux États-Unis, mais une fois encore, des marchés boursiers qui vont baisser. Et paradoxalement, comme l'un de vos invités disait tout à l'heure, très probablement une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et non pas une hausse. Marc Porter, sur la démocratie américaine, aujourd'hui on a le sentiment d'une polarisation qui est de plus en plus croissante de cette vie politique américaine. Est-ce que cette démocratie américaine est en panne? C'est une démocratie plutôt un pays centriste. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une démocratie qui justement est en panne? On a vécu des crises beaucoup plus graves. La guerre civile, par exemple, on a ça remonte quand même. Hein. Mais quand même, les gens exagéraient. Je sais que les journalistes veulent créer cette crise parce que ça marche à la télé, mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment endommager. Ça va. Ouais, vous êtes très confiant. Léa Pizarre, vous voulez réagir là? Oui, je pense que c'est un des effets pervers du système politique américain qui est vraiment fondé sur les contre-pouvoirs. Les pères fondateurs ont conçu un système pour qu'il y ait des contre-pouvoirs, pour qu'on ait un exécutif d'un côté et une législature qui peut réagir, équilibrer, afin justement qu'il n'y ait pas d'excès. Mais un des effets pervers est qu'on peut être dans cette cohabitation permanente qui mène aux excès. En parlant de choses permanentes, il y a une autre chose qui a été appelée la campagne permanente. Les membres de la Chambre des représentants ont un mandat de 2 ans. C'est très court. Mais c'était toujours comme ça. Oui, absolument. Nouveau, hein. Sauf que c'est très court, un mandat de 2 ans, ce qui veut dire qu'on est constamment en campagne. Plus les communications vont vite, mais plus il faut être en campagne. A créé ça. Et je peux terminer. Et plus les campagnes coûtent cher, ce qui est un phénomène récent, plus ils doivent lever de fonds, rentrer dans leur circonscription, tenir un discours un peu percutant, tonitruant, pour lever de l'argent, pour pouvoir se faire réélire. Donc ils passent les 3/4 de leur temps à faire des choses qui ne sont pas nécessairement liées à leur travail de législateur. Mais ça, c'est pourquoi nos fondateurs ont créé le Sénat, avec un mandat de 7 ans. Oui, alors, et regardez, le Sénat est fabuleux là-dessus. On aime pour vous, le Sénat. Parce que vous contrôlez le Sénat n'importe quoi. Malin, ça. Thomas Negaroff, un mot donc sur cette démocratie américaine. Ça fait longtemps qu'on la pose cette question. Il y a 3 ans, je me souviens du Time qui avait titré « Faut-il brûler la Constitution américaine ?»
Parce qu'on voyait les blocages apparaître, on voyait effectivement ce système de checks and balances qui, au bout d'un moment, de poids et de contrepoids, qui, au bout d'un moment, amène à l'inertie, si on est dans le cas présent, à savoir d'un Congrès qui ne veut pas travailler avec le pouvoir exécutif. Et je suis désolé, mais c'est pas un délire d'Européens que d'interroger la pertinence de cette Constitution américaine. Des gens comme Paul Krugman ont dit, mais ça ne fonctionne plus dans un contexte de mondialisation, dans un contexte où tout doit aller vite. Eh bien, on est bloqué par cette Constitution, une Constitution qui aussi... C'est une bonne chose d'être bloqué. Comme ça, on peut vraiment avoir un consensus. Effectivement, on le voit aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Non. Mais je veux dire, excusez-moi, mais je veux dire que cette interrogation n'est pas qu'un délire de journaliste, comme vous l'avez dit au début. C'est une question qui traverse vraiment les constitutionnalistes américains, à savoir, est-ce que cette Constitution est toujours valable dans le monde d'aujourd'hui, alors qu'elle a été conçue il y a plus de 200 ans? Oui, ils ont dit la même chose il y a 150 ans. Alors, ça dure aussi. Et donc, oui. Oui, vraiment. Oui. Alors, je crois que le système marche parce qu'en fait, on a ce débat-là. Thomas Negaroff, un dernier mot. Vous pensez qu'il va y avoir un dénouement à cette crise? Parce que le shutdown de 95 a duré quand même 21 jours sous Bill Clinton. Est-ce que vous pensez qu'ils vont parvenir à un accord finalement républicain et démocrate, que ce soit tant sur le budget que sur le plafonnement de la dette? Je vois bien une solution provisoire qui permettra de ménager un peu tout le monde, de n'humilier personne, ce qui sera important dans une sortie de crise. C'est un grand classique des sorties de crise. J'espère en tout cas qu'on va vers ce genre de solution provisoire plutôt que permanent. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à Évariste Lefebvre qui était avec nous en direct de New York et à Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de ce shutdown avec Karim, parce qu'il y avait une petite anecdote dans ce shutdown. C'est Monica Lewinsky, on n'en a pas parlé finalement. Vous qui étiez, Léa, ancienne conseillère de Bill Clinton, eh bien c'est durant ce shutdown qu'il a rencontré Monica Lewinsky. Pourquoi? Eh bien parce que son équipe, son staff était réduit et donc la stagiaire a eu accès aux présidences qui, en temps normal, eh bien, ne se serait pas produit. C'est bien ça, Karim? Alors, on va en parler un petit peu, mais on va d'abord découvrir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, il y a pas mal de montages. On découvre cette image de la Statue de la Liberté qui en est réduite à faire la manche face à cette situation de blocage. Et puis, on partageait aussi ce dessin qui était très partagé sur Twitter avec un Barack Obama qui explique qu'il ne négociera pas avec les terroristes. Et de l'autre côté, on a 3 éléphants qui prennent en otage l'économie américaine. Alors, les éléphants, vous avez bien compris, c'est le symbole du parti républicain. Alors, sur les réseaux sociaux, on partageait aussi ce qui, au quotidien, les effets que ça peut avoir au quotidien, ce shutdown, les parcs fermés. Certains ont publié sur leur compte Twitter des photos de barrières abaissées. Et puis ce site internet, le Daily Dot, là c'est plus étonnant et plus drôle en quelque sorte. Même les caméras qui filment ce panda dans un zoo, eh bien elles sont éteintes. Shutdown aussi pour cette caméra. Du côté du Capitole, on a mis en sommeil le compte Twitter. Et puis si on essaye d'accéder du côté du ministère de l'Agriculture au site internet, eh bien, on a cette page d'excuses qui s'excuse pour ces inconvénients. Alors, je vous montre aussi le site du Figaro, parce qu'on en parle beaucoup du côté des médias français, qui essayent de nous expliquer en chiffres ce que ça représente. 800 000 fonctionnaires touchés, 97% des fonctionnaires de la NASA, c'est énorme, 94% exactement des fonctionnaires de l'environnement. Mais par contre, on s'aperçoit que du côté du FBI, c'est seulement 5%, et du côté de la Réserve fédérale, eh bien, tous les fonctionnaires sont à leur poste. Alors pour en revenir à cette NASA, eh bien, finalement, ce shutdown a des conséquences jusque sur Mars, puisque le robot Curiosity est lui aussi mis en sommeil. Il n'enverra pas d'informations à destination de la Terre. Juste un mot, la NASA fête ses 55 ans aujourd'hui. En plus. Donc ça fait un peu mauvais genre. Un peu désordre. Il y avait un certain nombre d'articles justement qui parlaient de cet anniversaire particulier de la NASA. Alors évidemment, ça irrite un certain nombre d'Américains. Il y a des sites d'information qui publient quelques sondages où évidemment on désapprouve ce blocage. Ici, c'est le site du Washington Post. Mais si il y a un média qui a fait parler de lui, c'est le Daily News avec cette une particulièrement virulente. La Chambre des représentants s'est transformée en chambre des crottes.
Post avec John Boehner qui a les doigts ensanglantés à force de s'accrocher à son fauteuil. Marc Potter, un reporter, une petite réaction à cette une Pourquoi du Daily vous avez News? que les choses contre les républicains? Parce qu'il y a beaucoup de dessins animés contre Obama aussi. Je crois que vous avez vraiment enfin, trié Karim, les choses. Là, en tout cas, la tendance était plutôt à je peux vous aider si vous voulez vraiment chercher. Bienvenue, envoyez-moi des tweets, n'hésitez pas. En tout cas, c'est tout de même cette une qui a suscité beaucoup de réactions aujourd'hui. Certains renvoyaient vers une qui date justement de ce shutdown de 1996. Ce n'était pas John Boehner à l'époque, c'était Newt Gingrich, comme quoi l'histoire se répète. Et puis, il y a ce dont vous parliez il y a quelques instants, l'affaire Monica Lewinsky, comment finalement des stagiaires se sont retrouvés à aller dans des endroits où ils n'avaient pas l'habitude d'aller, à serrer des mains qu'ils n'avaient pas l'habitude de serrer et à faire la bise à un président de la République. On connaît la suite de l'histoire, mais en tout cas, du côté de Slate, on évoque aussi les 2 milliards que ça a coûté ce shutdown à l'époque. Et finalement, Bill Clinton sera réélu en 1996, certains soulignant que la posture un petit peu trop rigide de républicains l'ayant aidé. En tout cas, évidemment, on se rappelle de cette année 95-96 avec ce shutdown qui a marqué les esprits. Il y a un scénario qui semble impensable en France. Alors, en tout cas... Très rapidement, parce que je voudrais qu'on voit une vidéo avant de Alors, si ça devait se passer en France, eh bien, c'est le Huffington Post qui s'arrête là-dessus, en nous expliquant que finalement, le système administratif est assez proche. On a 2 millions de fonctionnaires de l'administration centrale dans les deux pays, mais en tout cas, il y aurait évidemment des ralentissements, des blocages, mais au niveau de l'école, ça serait différent, puisque les petits Américains peuvent aller à l'école parce qu'on a un système qui fonctionne différemment. C'est un petit peu comme si les académies étaient autonomes en France, tandis qu'en France, les écoles seraient ouvertes puisqu'elles dépendent des collectivités locales, mais les professeurs, eux, qui sont payés par le ministère de l'Éducation, ne pourraient pas donner cours. Donc ce serait des écoles ouvertes, mais sans professeurs. Est-ce qu'on termine vite avec une vidéo? Alors, on la découvre très rapidement. C'est la vidéo virale du moment. Fait le buzz, ouais. Plus de 4 millions de vues. C'est une jeune femme qui travaillait dans une entreprise du côté de Taïwan. Elle travaillait pour une entreprise qui met en ligne justement des vidéos virales, mais elle en avait assez de tout donner à son boulot avec rien en retour. Et finalement, elle va faire cette vidéo comme un pied de nez où elle annonce qu'elle démissionne et elle va faire bien plus de vues, sans doute, que les vidéos qu'elle avait l'habitude de mettre en ligne. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve un peu plus tard. On vous retrouve demain pour le débat. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à 19h10. Très belle soirée.